Hello les mamans de haut niveau, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue à toi si tu débarques ici pour la première fois. C'est le seul podcast francophone dédié aux mamans de haut niveau. C'est comme ça que j'appelle les mamans qui ont des enfants avec un trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Et vous savez que mon objectif à moi, c'est de vous redonner espoir en l'avenir en vous présentant notamment des parcours inspirants. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Rahma, une jeune entrepreneuse à succès qui a découvert il y a seulement 2 ans qu'elle vivait avec un trouble de l'attention. Rahma était un véritable modèle de résilience et de détermination. En dépit des défis que pose le trouble de l'attention, elle a su transformer cette découverte en une force et qui lui a permis de propulser son entreprise vers de nouveaux sommets. Dans cet épisode, nous allons explorer son parcours entrepreneurial, les obstacles qu'elle a surmontés et comment son trouble de l'attention a influencé sa manière de penser et de travailler. Préparez-vous les mamans à être inspirées par son histoire unique et à découvrir des conseils précieux pour transformer les défis en opportunités. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par cette conversation fascinante avec Rahma. Bonne écoute. Salam alaikum Rahma, Alaykoum salam. comment tu vas? Alors je sais que t'as pas beaucoup dormi, mais je te demande quand même comment tu vas. Bah écoute, en dehors du manque flagrant de sommeil, ça va. Ça va à Ok. peu près. Alhamdoulilah. Bon, faut expliquer que tu as deux jeunes enfants, dont un bébé, et c'est vrai Oui, que voilà, c'est pas l'idéal en général pour passer les meilleures nuits de sa vie. c'est ça. Je recommande pas, non. Mais bon, c'est une période, ça va passer après. Oui, c'est temporaire. On tient le coup. Alors, Rahma, je te remercie déjà d'être là. Je Avec tenais plaisir. vraiment à faire cette interview avec toi, puisque tu as été diagnostiquée il y a 2 ans maintenant, si je ne me trompe pas, Oui, d'un TDA, donc d'un trouble de l'attention. Et du coup, c'est très intéressant, tu vois, pour les mamans qui nous écoutent, eh bien, de faire connaissance avec toi et avec ton parcours. Parce que, finalement, malgré tout ça, tu as réussi, on va dire, à mener de front, une vie, professionnelle riche et puis aussi, ta vie personnelle. Est-ce que tu peux déjà peut-être juste te présenter pour les mamans qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas? ouais, bien sûr. Alors du coup, je m'appelle Rama, tout le monde m'appelle Zia, j'ai 27 ans. Je suis maman de 2 enfants, une petite fille de 3 ans et demi et un petit garçon de 6 mois. Je suis mariée depuis 6 ans. J'ai lancé ma première entreprise à 20 ans, et je me suis expatriée en 2020 une première fois en Turquie, puis en 2023 en Malaisie. OK, ouais, donc pas mal de mouvements dans ta vie. C'est ça. Alors qu'est-ce qui a fait qu'il y a 2 ans, tu t'es dit: «Tiens, peut-être que j'ai un TDA»? Qu'est-ce qui t'a amené sur cette piste? Alors, c'était complètement, par hasard. En fait, j'étais sur TikTok. Mmh. J'étais sur TikTok et je tombe sur une vidéo, qui dit, «Si vous avez ces symptômes, vous avez peut-être un TDA». C'était une vidéo d'un Américain, c'était en anglais, Mmh. parce que, il y a encore 2-3 ans en arrière, on en parlait déjà beaucoup moins que maintenant. Mmh. Hem Et du coup, il disait donc voilà: «Si vous avez ces symptômes, vous avez peut-être un TDA» et la première chose qu'il dit, c'est: «Vous coupez constamment la parole aux gens» et là, ça me parle tout de suite. Là, tout de suite, j'ai les 2 oreilles qui sont, affûtées parce que, enfin, c'est une de mes «caractéristiques» entre guillemets. C'est toujours quelque chose qu'on m'a beaucoup reproché, toute ma vie et puis là, j'entends la liste des «symptômes» entre guillemets. Enfin, j'hallucine complètement parce qu'il est en train de me décrire, mais complètement. De là, je fais une recherche, Google et d'un coup, c'est une évidence. C'est-à-dire que j'avais même pas besoin du diagnostic à ce stade. Mmh. C'était pas possible de me décrire plus que ça, quoi. C'était d'un coup, vraiment, j'ai une recherche Google et je me rends compte, mais c'est incroyable, c'est exactement ça et c'était pas comme ces trucs, tu sais, où, je sais pas, par exemple, avec l'astrologie où tu sais, c'est des trucs universels qui touchent tout le monde. Là, il y avait des choses qui étaient super spécifiques, et que j'avais eu toute ma vie, en fait et je me disais: «Mais c'est impressionnant». Enfin,
Et en fait, là, je commence à plonger dans une recherche Google qui ne s'arrête plus. Pendant des heures et des heures et des heures, je fais des recherches, des recherches, des recherches. Et plus je fais des recherches et plus je suis convaincue que j'ai ce trouble-là. Donc, je commence à me renseigner sur la manière de se faire diagnostiquer. Et il faut savoir que j'ai toujours été un peu... Enfin, on m'a toujours dit que j'étais sûrement HPI, etc. Machin. Et j'ai jamais cherché à me faire diagnostiquer parce que ça m'intéressait pas énormément. Disons que le diagnostic ne me semblait pas forcément nécessaire. Ça m'a jamais appelé, j'ai jamais ressenti le besoin de faire diagnostiquer quoi que ce soit. Par contre, là, c'était un vrai besoin de me faire diagnostiquer. Je pense pour aussi mon estime de moi et ma confiance en moi parce que j'ai passé toute ma vie à avoir l'impression que j'étais bête, que j'étais abrutie même. Et d'un coup, il y avait ce trouble qui me faisait comprendre que non, je ne l'étais pas. Et qu'il y avait une raison derrière toutes ces choses un peu bizarres que je n'arrivais pas à expliquer chez moi. Et du coup, là, le besoin de diagnostic, il était extrêmement fort. J'avais vraiment besoin qu'on me dise, enfin, qu'on légitime un petit peu tout Hmm. ça, quoi, qu'on me dise officiellement, non, ne t'inquiète pas, tu n'es pas débile. Tu as juste un cerveau qui fonctionne différemment, mais tu n'es absolument pas débile. Pourtant, je savais quel allait être le diagnostic. Hein. C'était vraiment, enfin, c'était même pas vraiment pour confirmer mes doutes parce que j'avais pas de doute. J'étais sûre de moi. Mais j'avais besoin que, voilà, médicalement parlant, on me le dise pour que je me sente mieux. Au final, maintenant, avec le recul, au-delà d'avoir légitimé voilà, mon doute, etc., au-delà de ça, ça m'a permis comment dire, de faire le nécessaire derrière, c'est-à-dire de commencer à chercher des solutions, de commencer, parce que forcément, quand tu as un diagnostic, c'est beaucoup plus facile derrière de mieux comprendre déjà ton trouble. Donc, le fait de mieux le comprendre, déjà, je suis beaucoup plus tolérante envers moi-même. Ça, c'est quelque chose voilà, dont je ne faisais pas forcément preuve avant. Et voilà, quand par exemple, je souffre de c'est dysfonction exécutive, c'est ça, c'est Hmm. comme ça qu'on Ouais, ouais. voilà, quand il y a ces choses-là, je sais pourquoi. Je sais que c'est pas de la fainéantise, je sais que c'est juste voilà, mon cerveau qui a du mal à passer à l'action, qui a ce blocage face à cette tâche en particulier. Je sais que voilà, quand le fait de faire une valise me provoque une angoisse pas possible parce que j'ai peur d'oublier des choses, parce que j'ai le cerveau qui est d'un coup parce que enfin on se rend pas compte, mais faire une valise, ça demande beaucoup d'anticipation et c'est Non, mais tellement stressant pour moi alors là, que Rahma, c'est merci, merci. horrible. Je ne suis donc pas la seule. Non, parce que là, je reviens d'un voyage de 2 mois où j'ai passé 2 mois en Algérie avec mon fils. C'est la première fois qu'on faisait un voyage tous les deux. Et à chaque Ah, fois, il ne comprenait pas pourquoi lui, sa valise était prête 48 heures avant chaque fois qu'on a bougé, tu vois, d'endroit, alors ouais. que la mienne, c'était au dernier moment. Mais le Mais tu concept de la vois, c'est valise, je te horrible. jure que je ne comprends pas, Rahma. Comment faire pour mettre ta vie dans une valise déjà? Rien que ça, je ne comprends pas. Eh ben, dis-toi que moi, j'ai ce problème et ironiquement, j'ai choisi un mode de vie où je passe ma vie à faire des valises. C'est horrible. Dis-toi que vraiment, tous les 1 à 2 mois à peu près, je fais une valise. C'est horrible. Ah ouais, ah non, mais je Ah ouais, comprends ouais, non, tellement. mais Ah, mais je comprends tellement. Et tu vois, comme quoi l'importance de se connecter aussi avec des gens qui partagent les mêmes difficultés. voilà, Tu vois, parce exactement. que moi, mon fils, il comprenait pas. Il me dit, mais quand même, tu sais qu'on part samedi, pourquoi ta valise, elle est pas prête? Tu sais même pas comment tu vas t'habiller. Je dis, oui, j'en sais rien. J'arrive pas à anticiper ce truc-là, en fait. Et en plus, c'était compliqué parce que à un moment donné, on est parti dans le désert. Et donc, dans le désert, il fallait qu'on s'allège au maximum, tu vois. Oui, Donc, bien laisse sûr. tomber comment ça m'a complexifié encore plus la tâche de savoir qu'il fallait en plus que je prenne encore moins de choses que d'habitude. C'est ça, exactement. Non, mais c'est horrible, c'est super stressant. Et mon mari le sait, à chaque... Ah, je t'entends plus. qu'est-ce que j'ai... Ah oui. Et du coup, les valises, mon mari sait que voilà, quand il va y avoir un départ, 1 semaine avant, parce que moi, je commence à faire la valise bien 1 semaine avant, mais elle ne sera bouclée qu'à la dernière minute et on est constamment en retard. Ça, c'est malheureusement quelque chose qui nous caractérise tous les deux, Mmh. c'est qu'on est en retard en permanence pour absolument tout. Comme en plus, on prend énormément de vols, il nous est arrivé de louper des vols, il nous est arrivé, tu sais, le fameux dernier appel, là, tu sais,
Ouais. avant de prendre l'avion. On l'a On le- déjà eu plusieurs fois. Ah, Et pareil. à chaque fois, je culpabilise tellement parce que j'ai l'impression d'être une ratée quand je suis dans cette situation parce que je me dis: «Mais comment on fait pour se retrouver à chaque fois dans» parce que, comment dire? Pour moi, c'est tellement important comment dire? De corriger les choses quand on fait une erreur. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis le Mm. genre de personne, quand je fais une erreur, je me blâme pas, parce que, bah, voilà, quand c'est la première fois, c'est une erreur, c'est le principe même d'une erreur. Mais, je mets un point d'honneur à corriger et à ce que ça ne se reproduise pas. Mais le problème avec le TDA, c'est que, bah, des fois, il y a des choses sur lesquelles tu as beau mettre tout ce que tu veux en place, tu as beau tout essayer, ça veut pas et tu continues à refaire la même chose encore et encore et donc là, ça fait 6 ans en fait qu'on on est un duo qui ne fonctionne pas du tout au niveau des départs, en voyage quoi, ça ne fonctionne pas. Les valises sont toujours bouclées à la dernière minute, on est toujours en retard, on est toujours dans le stress. Je rêve d'un voyage serein, mais ce n'est encore jamais arrivé. Inch'Allah, Inch'Allah, il faut espérer. Ça va. Alors, on va revenir à la période aussi où tu étais enfant, puisque du coup, Oui. bah, tu avais un TDA, mais tu ne le savais pas. Ta maman aussi ne le savait pas. Comment est-ce que tu as traversé cette période où, quel regard tu portais en fait sur toi, sur le monde qui t'entourait? Alors, cette période, elle a été super difficile parce que je parlais à personne, personne ne savait, dans quel, mal-être, je pouvais me trouver parce que j'en parlais pas. J'avais honte, j'avais vraiment énormément honte. En fait, j'avais l'impression, d'être complètement à côté de la plaque. Une chose qui me caractérisait vraiment, c'était, les moments d'absence. J'avais le cerveau forcément qui était, voilà, à des milliards de kilomètres de là où je me trouvais, donc voilà, par exemple, je me trouvais en classe, j'avais un moment d'absence parce que je réfléchissais à énormément de choses en même temps. Et puis quand j'en sortais de ce moment d'absence, bah, en fait, voilà, il y avait un chapitre de plus qui était passé, dans le cours, et surtout, je regardais autour de moi et tout le monde savait ce qu'il faisait. Tout le monde était en train d'écrire, tout le monde avait suivi, tout le monde et je me sentais mais comme une espèce de demeurée. Je me disais: «Mais pourquoi moi j'arrive pas à suivre? Pourquoi est-ce que tout le monde sait ce qu'il fait sauf moi?» Et en fait, j'avais énormément honte et c'est pour ça que j'en parlais à personne parce qu'à côté de ça, je m'en sortais bien à l'école, étant donné que justement j'essayais de compenser encore plus, le fait que j'avais du mal à suivre. Bah, comme du coup, j'avais du mal à suivre en cours, bah, à la maison, je me donnais, à 1000 pour essayer de rattraper, pour essayer de bien apprendre mes leçons, pour m'assurer d'avoir des bonnes notes et cetera et du coup, j'avais pas de soucis à l'école. Donc d'un côté, il y avait ce décalage, en fait, il y avait ce décalage entre d'un côté, ce qu'on disait de moi, c'est-à-dire, bah, voilà, elle est super intelligente, elle s'en sort bien à l'école, et cetera. Et puis, bah, la manière dont moi je me voyais, c'est-à-dire, je suis complètement abrutie, et en fait, j'arrive juste bien à le masquer et il faut surtout pas que les autres s'en rendent compte. Donc, à chaque fois qu'on faisait mon éloge, moi, dans ma tête, je me disais: «Ouais, mais en fait, c'est parce que tu sais pas ce qui se passe dans ma tête. Tu sais pas qu'au fond, je suis vraiment complètement débile». Vraiment, je me disais ces choses-là. Enfin, aujourd'hui, ça me paraît fou de penser comme ça, mais à l'époque, c'est vraiment ce que je me disais. J'étais persuadée, que les gens ne savaient juste pas enfin, que j'arrivais juste bien à masquer les choses. Et il y a même mon médecin traitant, du coup, qui en avait parlé à ma maman, qui lui avait dit: «Tu devrais, aller la faire diagnostiquer, je pense qu'elle est sûrement surdouée» et cetera. Et moi, je trouvais ça complètement aberrant. Enfin, je me disais: «Mais, pas du tout, enfin, absolument pas». Et je me rappelle que quand ma mère m'en avait parlé, je lui avais dit: «Non, mais il dit n'importe quoi, faut pas l'écouter, quoi». Parce que, j'avais peur de me retrouver dans le bureau de quelqu'un et que la personne, enfin, qui me fasse, entre guillemets, des tests et cetera et qu'à la fin des tests, il appelle ma maman en disant: «Ah non, mais votre fille, elle est retardée intellectuellement», quoi. C'était ça me terrifiait que ça puisse arriver. Donc j'ai vraiment fait mon maximum pour ne pas faire de vagues, pour, bien réussir à masquer, en fait, tous mes symptômes, au contraire, réussir à bien m'en sortir pour qu'on ne se rende pas compte, au final, que j'étais débile. Mais à côté de ça, il y avait quand même des choses que j'arrivais pas du tout à masquer. Bah, justement, les fameux moments d'absence, c'est vrai que, bah, voilà, on me qualifiait tout le temps de personne dans la lune, on me qualifiait tout le temps de personne, qui n'écoute pas, qui est dans son monde, et cetera. Et puis on disait souvent: «Ah bah, c'est Rama, oh, tu sais, elle est comme ça». Voilà, c'était toujours les mêmes réflexions. C'est des réflexions qui me blessaient quand même parce que voilà, j'avais l'impression que ça venait un peu confirmer ce que moi je pensais de moi, donc c'est-à-dire voilà, même malgré le fait qu'ils pensaient que j'étais intelligente, ils voyaient bien quand même que j'étais à côté de la plaque, voilà, donc ça me faisait quand même de la peine, mais
j'ai quand même eu la bénédiction de ne pas avoir une famille trop dure avec moi non plus. C'est-à-dire que voilà, enfin, ils n'ont pas été non plus rabaissants, ils n'ont pas été non plus. Voilà, ils ont dit des choses sans le vouloir qui étaient blessantes, mais je sais que voilà, il y a des familles, enfin, je sais qu'il y a des personnes qui ont des TDA et qui ont eu des familles avec qui ça a été quand même très compliqué. Donc voilà, j'ai quand même eu la bénédiction d'avoir une maman qui m'a énormément soutenue. Et justement, en parlant de ma maman, c'est une personne qui n'avait aucune idée que j'avais un trouble. Elle pensait même pas que c'est, enfin, à l'époque, c'était pas du tout quelque chose dont on parlait. Ma maman, en fait, elle a plus réfléchi en termes enfin, de manière plus concrète, en fait. C'est-à-dire que elle prenait en compte les difficultés que j'avais. Et elle me proposait des solutions, des petites astuces, des choses comme ça. Par exemple, si tu as du mal à te lever le matin, par exemple, des fois, enfin, tu sais, tu te réveilles le matin, il fait un peu froid, c'est difficile de lâcher sa Mhm. couette et de se réveiller. Déjà qu'on lutte, entre guillemets, pour se réveiller le matin, en plus, voilà, il y a des obstacles qui peuvent s'ajouter. Et ben, mets ta petite robe de chambre juste en dessous de ton lit, comme ça, tu vois, tu peux l'enfiler directement et ça sera plus facile pour toi de sortir du lit. Mhm. Si tu as du mal à suivre le rythme à l'école, par exemple, au lieu de prendre le temps de souligner à la règle, mets juste un petit point devant, un petit point derrière, et puis tu souligneras à la maison. C'était plein de milliards de Mhm. petites astuces comme ça. Et en fait, ça m'a appris vraiment à développer une mentalité de, tiens, il y a tel symptôme, il y a telle chose, je vais chercher une solution, une astuce, quelque chose pour me faciliter la vie. Et ça, vraiment, enfin, ma maman m'a, entre guillemets, un peu armée pour la vie, enfin, pour que j'ai cette mentalité-là de chercher des solutions. Alors, évidemment, des fois, même les solutions n'y font rien, hein, on va pas se mentir. Des fois, voilà, on a beau chercher des milliards d'astuces, quand il y a blocage, il y a blocage. Mais en tout cas, globalement, ça m'a permis vraiment de beaucoup moins subir mon TDA et d'être beaucoup plus actrice, entre guillemets, de ma vie, quoi. Mhm. Et du coup, comment ça se passait dans ta fratrie? Parce que, alors, si je ne me trompe pas, tu es l'aîné. Oui, Voilà, effectivement. comme moi, bienvenue au club. Et alors, tu avais un petit frère et une petite sœur, il Ouais. me semble, voilà. Bah, tu vois, je suis bien tes stories. Et du coup, comment ça se passait dans ta fratrie? Comment, ça se passait les relations avec tes frères ton frère et ta sœur? Est-ce que eux, ils étaient plutôt, de la même team que toi? Ou est-ce que eux, tu penses qu'ils sont plus de la team, neurotypique, on va dire? Et comment ça se passait Non. entre vous? Ouais, eux, je pense qu'ils sont clairement neurotypiques. Je vois pas du tout, enfin, il y a aucun signe chez eux, pour moi qui m'indique qu'ils sont, neuroatypiques. Il y en a chez mon père, Mmh. et figure-toi que je l'ai remarqué très, très, très tard. C'est-à-dire que je l'ai remarqué peut-être, 1 an ou 2 ans après mon diagnostic à moi, Mmh. et en plus, c'est même pas moi concrètement qui l'ai remarqué. Un jour, j'étais, à un repas de famille et ma fille a un petit moment d'absence. Et là, ma tante dit quelque chose qui d'un coup, m'a frappée. Elle dit: «On dirait ton père». Je dis: «Comment ça, on dirait mon Mmh père?» Elle me dit: mh. «Bah, ton père, il est tout le temps, dans la lune, il a tout le temps des moments d'absence». Et figure-toi que je n'ai jamais remarqué. J'ai jamais fait attention à ces moments d'absence à lui, peut-être j'étais trop focalisée sur les miens, je sais pas. Mais du coup, là, d'un coup, comment dire? J'interroge un peu les gens qui sont autour de la table et ils me confirment tous la même chose, que oui, effectivement, mon père est un peu dans la lune, et cetera. Donc ça répond un petit peu à ma question. Je pense que du coup, bah, voilà, le caractère héréditaire, il vient sûrement de là. Mais du coup, voilà, du côté de mon frère et de ma sœur, pas du tout. Je constate vraiment rien de ce côté-là. Et du coup, ça m'a valu forcément des moqueries parce que eux, ils étaient, voilà, en tant que jeunes enfants, ils étaient beaucoup moins bienveillants que ma maman, par exemple. Donc forcément, ouais, ouais, j'ai eu droit à beaucoup de moqueries de leur part. OK. Et alors, à quoi tu rêvais quand tu étais petite, en fait? Puisque tu étais souvent dans la lune, est-ce que tu te projetais? Est-ce que tu t'imaginais dans un futur? Comment tu te voyais? Alors, je me voyais, alors mon rêve, en fait, il y avait le rêve d'un côté et puis, Rahma un peu plus, pratico-pratique, de l'autre. Mon rêve, ça a toujours été l'entrepreneuriat. Mon rêve, j'ai toujours rêvé, je disais même quand j'étais petite, hein, je disais: «Je veux être patron». J'ai toujours dit ça. Ça a toujours été mon rêve parce que, bah, forcément, hein, en tant que TDA, enfin, en tant que personne qui ont un TDA, ça donne envie parce que voilà, il y a la stimulation intellectuelle, il y a le fait de ne pas avoir de cadre, il y a le fait de ne pas devoir, obéir à des règles trop strictes et cetera. C'est vrai que voilà, c'est quelque chose forcément qui donne énormément envie.
il y avait aussi l'aspect de pouvoir, comment dire, suivre mes idées, suivre mes impulsions, qui était aussi un gros facteur. Et puis, bah, et du coup, il y avait l'autre côté, c'est-à-dire, je me disais, bon, entrepreneur, tu oublies, hein, ça n'arrivera jamais, mais bah, essaye quand même de trouver quelque chose qui puisse te stimuler. Et puis, bah, du coup, je me suis tournée vers avocate. Donc j'avais du coup 2 rêves en fait, en même temps. Il y avait le rêve officiel, c'est-à-dire celui de devenir avocate et le rêve annexe, celui d'être entrepreneur et pour la petite histoire, je voulais devenir avocate en droit des affaires, histoire de glisser un petit peu de d'entrepreneuriat quand même, même si, voilà, j'étais persuadée que ça ne m'arriverait jamais, mais je me disais: «Bon, bah, au moins, voilà, je serai avocate, mais j'aurai un petit peu d'entrepreneuriat dans l'histoire». Et il y avait toujours quand même ce truc enfin, il y avait ce gros syndrome de l'imposteur tout au long, hein. C'est-à-dire que voilà, j'obtiens mon bac avec mention, mais voilà, dans ma tête, je suis pas légitime. Je rentre en fac de droit, dans ma tête, je suis pas légitime. Voilà, donc j'ai toujours ce truc de, bon, va falloir que tu essayes de compenser, va falloir que tu essayes de faire en sorte que on remarque pas que tu galères, mais t'es pas forcément légitime à devenir avocate. Enfin, même si tu réussis à devenir avocate parce que tu réussis à bien masquer, en réalité, bon, tu vas avoir un niveau en dessous de ceux, enfin, des autres en fait, parce que eux, ils seront au-dessus de toi intellectuellement, quoi. J'ai toujours réfléchi comme ça. Alors c'est marrant parce qu'on a un autre point commun, parce que moi je suis juriste de formation, donc j'ai fait des études de droit et tout comme toi, je rêvais Ah! d'être avocate, tu vois? Et finalement je suis pas devenue avocate parce que j'ai rencontré des avocats, ils m'ont tellement dégoûtée Ouais, que du coup, ils m'ont fait totalement bifurquer de ma voie initiale. Mais pareil, bon, pareil. tu vois? Mais ça c'est une autre histoire. Et puis alors, du coup, tu vas prendre la décision d'arrêter tes études. Tu étais en quelle année? Ouais. En deuxième année quand tu décides d'arrêter? Alors ouais, effectivement, ouais. En fait, j'étais en enfin non, et pour être plus précise, non si en fait j'étais en deuxième année. En fait, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait ma première année, j'ai une année sabbatique ensuite à la suite de ma première année pendant laquelle je travaille et quand je dis que je travaille, je donnais en fait des cours d'anglais. Donc j'en profitais pour développer ma méthode, Mmh. j'ai pu enfin je faisais des horaires qui étaient, indécents. Je faisais du, 7h-21h, 7 jours sur 7, ce qu'il ne faut surtout pas faire, hein. Waouh, ah oui. J'étais Je ah ouais, ouais, confirme, non mais je j'étais confirme, en faut pas faire. burn-out total. Mais du coup, ça m'a quand même permis de bien développer ma méthode parce que j'ai pu la tester sur tous les profils possibles et imaginables. J'ai eu enfin des centaines, voire des milliers d'apprenants, et du coup, j'ai vraiment pu tester ça, à très grande échelle. Je bossais, enfin bref, je bossais à n'en plus pouvoir et du coup, ensuite donc je fais ma deuxième année et là ça le cœur n'y est plus. Le cœur n'y est plus du tout. C'est-à-dire que j'ai goûté, à un début «d'entrepreneuriat» entre guillemets pendant cette année, sabbatique et là je retourne à la fac et j'arrive plus quoi, j'arrive plus à me mettre dedans, Mmh, j'arrive plus à faire semblant en fait. Je sais pas comment t'expliquer, mmh. mais j'arrive plus à me dire: «Allez, je vais me forcer à ci, allez, je vais masquer ça, allez, je vais» j'y arrive plus, j'ai plus envie en fait. Le cœur n'y est plus vraiment, et du coup, sur le moment, j'essaye de pas le faire. J'essaye de rester tranquille, j'essaye de me dire: «Bon allez, Rahma, reprends-toi, il faut que tu t'y remettes, voilà, il faut que tu t'y remettes, il faut que tu te remettes dedans». Parce que j'avais aussi, j'étais terrorisée à l'idée de décevoir ma mère en fait, hein, vraiment. Ma mère a tellement fait pour moi et pourtant c'est pas le genre de personne qui elle est pas tyrannique du tout, hein. C'est-à-dire que c'est Mmh moi mh. qui me mettais la pression, c'était même pas elle en réalité. C'est moi qui voulais tellement la rendre fière et j'avais tellement peur qu'elle soit déçue de moi d'une quelconque manière que du coup je ne voulais rien faire qui aille à l'encontre de sa volonté, alors qu'elle, tout ce qu'elle voulait c'était que je sois heureuse, c'est tout. Elle voulait que je sois avocate parce qu'elle pensait que c'était ma vocation et qu'elle pensait que c'était ce que je voulais faire. Mais en réalité, ce qu'elle voulait avant tout, c'est que je n'ai pas de difficultés dans la vie et que, je sois heureuse, c'est tout. Et du coup, voilà, pendant quelques mois comme ça, je continue, mais vraiment le cœur n'y est plus et je me rappelle que je parlais à des copines, j'arrêtais pas de leur casser la tête sur l'entrepreneuriat et un jour, un jour, je me rappelle, j'ai une de enfin vraiment ma meilleure amie à la fac qui me dit: «Mais arrête, tu te mens à toi-même là, fais!» Elle me dit: «Tu me parles de ça depuis des mois, vas-y, lance-toi, fais!» Et je lui dis: «Non, mais attends, je peux pas, machin, comment je» enfin bref et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, j'ai eu une proposition, d'aller travailler à l'étranger et après, avoir réfléchi, je finis par refuser parce que, bah, en fait, je me suis, bloquée sur mes pensées limitantes et cetera et j'ai écouté la petite voix dans ma tête que j'aurais pas dû écouter et Mmh. c'est là, en fait, que ça m'a fait un gros déclic. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai refusé,
j'ai non seulement regretté, mais en plus, je me suis sentie vraiment nulle, quoi. Je me suis dit, mais regarde, tu as eu une occasion de mettre en application tous les concepts que tu es en train d'apprendre, voilà, le fait de sortir de sa zone de confort, le fait de se lancer, le fait de ci et ça. Et quand tu as enfin l'occasion de mettre ça en pratique, bah, tu ne le fais pas et tu te bloques, quoi. Et en fait, j'ai été vraiment déçue de ma personne. Je me suis dit, mais franchement, t'es une giga déception. Et je pouvais pas rester là-dessus. Je me suis dit, non, tu sais quoi? Je vais me prouver que non. Et en fait, bah, là, je décide que je vais arrêter la fac, que je vais lancer mon entreprise. Donc, au final, ça a été une bénédiction, le fait que je refuse, tu vois. Le fait que je Mmh. refuse ce travail à l'étranger, parce qu'au final, bon, c'était un petit boulot, hein. C'était même pas un travail qui allait être satisfaisant ou quoi. Mais du coup, ça a été une bénédiction parce que, en fait, ça m'a fait me réveiller. Je me suis dit, tu es en train de vivre une vie que tu n'as pas envie de vivre. Lance-toi, en fait, juste lance-toi. Du coup, à ce moment-là, j'ose pas le dire à ma mère du tout. Donc, je commence, moi, à faire mes recherches de mon côté. Je commence à préparer tout ce que j'ai à préparer. Mais je continue d'aller à la fac et je n'ose pas du tout le dire à ma mère. Et puis là, j'ai fait un truc qui est un peu lâche, on va pas se mentir. J'ai attendu que ma mère aille en Tunisie. Et là, je l'appelle et en fait, je voulais lui dire, mais pendant qu'elle n'était pas là, j'arrivais pas à affronter son regard. En fait, j'arrivais pas à lui dire en face. Donc, du coup, bon, j'ai fait un truc un peu lâche. Je lui ai dit pendant, enfin, au téléphone, en fait, pendant qu'elle n'était pas là. Mmh. Et donc, je lui annonce, je lui explique, voilà, je lui dis, écoute, maman, je suis désolée, je sais que tu vas être déçue, mais enfin, j'ai pas envie de faire ça, je rêve d'entrepreneuriat et c'est maintenant ou jamais, enfin, je sais pas, je suis jeune, j'ai un concept qui, je pense, est bon, faut que je me lance, sinon je vais le regretter. Et j'ai senti beaucoup de déception dans sa voix, mais elle essayait de pas me le montrer. J'ai senti quand même qu'elle était très, très, très déçue. Parce qu'à ce moment-là, je pense pour elle, c'était juste une espèce de lubie du moment, parce que j'en avais pas parlé, hein. Pour sa défense, ça Mmh. sortait de nulle part, en fait, mon truc. Forcément, elle était déçue, elle avait l'impression que j'allais balancer mon avenir pour un truc qui n'a aucun sens. Donc, forcément, voilà. Donc, j'ai senti qu'elle était très déçue. Et puis, donc, on raccroche. Là, je pleure un bon coup, parce que bah, je viens de décevoir ma mère, ce qui est très, très, très difficile pour moi. Donc, je pleure énormément. Elle me rappelle 5 minutes plus tard. Elle me dit: «Bon courage avec ton entreprise, je suis sûre que ça va être un succès» et là, j'ai les larmes aux yeux juste de le dire. Mmh. C'est cette capacité qu'elle a à me soutenir quoi qu'il arrive, en fait, et ça me Mmh. c'était à ce moment-là, ça m'a donné un élan, de détermination. Je me suis dit: «Il faut que je donne tout, il faut que je réussisse» parce qu'elle m'a donné, cette confiance-là, quoi. Enfin, elle a mis de côté sa déception, elle a mis de côté ses émotions à elle, pour s'assurer que moi, enfin qu'elle m'encourageait, quoi. Et enfin, jusqu'à aujourd'hui, je trouve ça extraordinaire. Honnêtement, il y a pas beaucoup de parents qui seraient capables de faire ça pour leurs enfants parce que, bah, des fois, nos parents, ils nous découragent, mais pas parce ils nous veulent du mal ou parce qu'ils sont mauvais, c'est juste parce qu'ils ont peur pour nous et que ce qu'on a envie de faire ne rentre pas forcément dans leur paradigme. Donc, dans leur tête, on va échouer. Donc, forcément, ils essayent de nous décourager parce qu'ils sont persuadés que, il va y avoir quelque chose de mauvais pour nous, derrière. Et c'est vrai le fait que, voilà, ma mère mettre de côté vraiment bah voilà, sa déception, ses convictions à elle pour pouvoir m'encourager quoi qu'il arrive, même si dans sa tête, elle pensait que voilà, ça n'avait pas forcément de sens. Ça a été un gros, gros, gros moteur par la suite. Mmh. Et aujourd'hui, je vois bien, enfin, c'est pour ça que je suis convaincue aujourd'hui, nos parents, ils veulent avant tout qu'on soit heureux et ils veulent qu'on ait moins de difficultés qu'eux aussi fondamentalement. Je pense, voilà, ma mère a beaucoup galéré dans sa vie. Elle a eu, enfin voilà, elle a eu une vie qui a été très difficile. Elle voulait avant tout que je ne me retrouve pas dans cette vie-là. Donc, forcément, voilà, un travail prestigieux comme celui d'avocat, elle se disait, voilà, c'est un bon moyen de préserver ma fille des difficultés de ce monde, quoi. Mmh. Donc voilà. Bah, écoute, c'est une belle histoire, c'est magnifique et bah, tu sais, moi, j'accompagne justement les mamans, hein, qui ont des enfants, avec, du TDA ou TDAH et c'est vrai que, c'est tellement important le rôle de la maman notamment, parce que c'est quand même souvent elle, qui va être, là, plus présente, on va dire, pour ses enfants et c'est Oui, vrai que c'est déterminant finalement, le fait que eh bien, en fait, elle est parvenue à mettre quelque part aussi son ego de côté parce que c'est vrai que ouais, c'est voilà, on projette sur nos enfants ce que nous on aurait voulu avoir et qu'on n'a pas pu, obtenir aussi, hein et finalement elle a préféré, bah, par amour en fait, mettre son ego ouais. de côté et se dire, «Bon, bah, si elle est heureuse comme ça en fait,
bah, je vais l'encourager en fait, quoi qu'il arrive et ça, Ouais. c'est magnifique parce que, j'ai vécu à peu près la même histoire avec mon fils, hein, parce que mon fils aîné, était pas du tout scolaire alors que moi, bah, j'avais le même profil que toi, tu vois? J'étais une bonne élève et cetera, et je me disais: «Bon, bah, si moi j'ai déjà été une bonne élève, mes enfants seront encore meilleurs élèves que moi», tu vois? Sauf que c'est pas du tout ce qui s'est passé, ils sont pas du tout scolaires et en fait, aujourd'hui, bah, je le vis très bien, ça a été un processus, mais c'est vrai Ouais. que finalement nos enfants vont nous amener à grandir et c'est ça qui est beau. Ah oui, C'est-à-dire qu'ils complètement. vont nous amener à déconstruire tous les schémas limitants qu'on avait dans la tête et finalement, ils vont nous amener aussi à nous découvrir nous-mêmes, en fait, en tant que parents et c'est ça qui est très beau et donc je te remercie de nous avoir partagé, cette anecdote. Ouais, bah, avec plaisir. Alors du coup, tu vas lancer ton entreprise et on va pas se mentir, le succès va être quand même rapidement au rendez-vous. Ouais, ouais, c'est vrai que je m'attendais pas à ça, mais le jour du lancement, en fait, donc c'était le jour du Aïd, en plus, donc c'était une très, très belle journée. Honnêtement, je m'en souviendrai toute ma vie, parce Machallah. qu'il y avait déjà l'euphorie de la fête, donc c'était déjà extraordinaire et du coup, bah, en fait, il y avait toute ma famille qui était réunie. Il y avait, les oncles, les tantes et cetera, donc tout le monde était réuni et puis moi, j'étais là avec mon ordinateur à guetter. Est-ce que j'allais avoir une vente, au moins? Je me disais: «Peut-être si je peux avoir» et à ce moment-là, j'étais à découvert, en plus. J'avais le peu d'argent que j'avais, je l'avais investi dans ce projet, et je guettais et puis d'un coup, je fais ma première vente et là, je vois la fierté dans le regard de ma mère. Oh, mais qu'est-ce qu'elle était fière! C'était incroyable parce que, enfin, quelqu'un venait de me faire confiance avec plusieurs centaines d'euros quand même. C'était incroyable, quoi. On se rend pas compte, mais enfin, quelqu'un qui achète chez toi, c'est un signe de confiance incroyable et je trouve ça, enfin, c'était extraordinaire. Surtout que vraiment, c'était le premier jour du lancement et puis, bah, là, 2e vente, 3e vente, 4e vente et je vois toute ma famille qui me félicite alors que, on va pas se mentir, la plupart m'ont dit que je faisais une énorme erreur en lâchant mes études. La plupart on m'ont pas du tout soutenue. Disons que la seule qui m'a soutenue au moment où j'ai décidé de lâcher, la fac pour lancer mon projet, c'est ma mère. C'est la seule. C'est la seule qui m'a soutenue dès le départ. Les autres ont tous essayé de me dissuader, voilà, de le faire. Je me rappelle que ma tante, m'avait dit: «Mais c'est dommage, tu es bonne à l'école, pourquoi tu fais ça?» et cetera. Enfin, voilà, je sais que c'était pas forcément malveillant, hein, mais ils m'ont tous dit que je faisais une erreur et là, d'un coup, ils voient, ils voient que du coup le projet se concrétise et que, bah, finalement ça fonctionne pour moi et bah, voilà, ils ont eu, l'honnêteté, de me féliciter et puis de voilà, d'être contents pour moi, en fait. Mmh. Alors tu vas lancer une entreprise dans le domaine de la formation, en anglais, Ouais, avec une méthode antiscolaire. C'est quand même un domaine, ultra concurrentiel. ouais, Est-ce que tu ouais. penses non, c'est quand même faut le dire quand même, tu es pas sur un truc, de niche quoi. Clairement pas. Est-ce Non, que tu est-ce que tu penses oui. que ton TDA justement, il t'a aidé à te démarquer de tes concurrents? Alors, oui, à 100 et ça, il y a aucun doute là-dessus. C'est-à-dire que quand j'ai, créé ma méthode, je ne voulais pas aller voir, ce que faisaient les autres. C'est parce que en fait, enfin, c'était même pas, pour dire: «Oui, pour respecter, la propriété intellectuelle de l'autre». Non, c'était pas ça. C'était que, bah, à quoi ça sert de lancer une énième méthode, similaire de plus, quoi? Ça sert à rien et je me suis dit: «Si tu vas voir, ce que les autres font, tu vas te faire polluer, en fait et tu vas pas, tu vas juste enfin, copier, tu vas juste faire la même chose, en fait, c'est juste ça et ça n'a aucun intérêt et donc du coup, en fait, moi, j'ai pris la chose un petit peu à l'envers. C'est-à-dire que, au lieu de partir des règles et ensuite de faire des exercices, je ne sais quoi, pour pouvoir, réussir à comprendre les règles, j'ai pris la chose complètement à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, j'écoutais, donc en fait, j'ai consommé des centaines de milliers, d'heures de contenu en anglais, en fait. Et à partir de là, j'essayais de retrouver, des schémas. Et je sais que, par exemple, mon mari qui est neuroatypique, il fonctionne exactement de la même manière. Pour pouvoir, du coup, comprendre les langues, on fonctionne en termes de schémas. On essaye de capter les schémas qu'il y a dans la langue, les «règles» entre guillemets, qui reviennent, de manière récurrente et à partir de là, du coup, on peut en déterminer une règle. Mais quand tu n'as aucune connaissance des règles de grammaire telles qu'elles existent dans le milieu scolaire, tu es forcément obligé de les expliquer avec des mots très simples. Tu vois ce que je veux dire? Et en Mmh. fait, c'est ça qui a fait que, enfin, c'est ça qui a fait le succès de la méthode, c'est que je suis partie en n'ayant aucune connaissance de la grammaire en anglais, aucune connaissance des règles, linguistiques en anglais. Je ne savais rien, je ne connaissais rien, je n'avais rien étudié. Je me suis contentée d'écouter, de capter quels étaient les schémas et de les expliquer de la manière la plus simple, qui soit.
Et c'est de là, en fait, que c'est né. C'est cette volonté vraiment de simplifier les choses et de reprendre les choses de zéro, quoi. Donc en fait, c'est une méthode un peu contre-intuitive, on pourrait dire, par rapport au système Ouais, classique. exactement, exactement. Et ça, si j'avais pas eu un TDA, ça ne serait jamais arrivé, quoi. Ça serait Mmh. absolument jamais arrivé parce que j'avais ce besoin de condenser les choses. J'ai toujours appris en prenant des formats courts, en prenant des. C'est pour ça que moi, quand les gens prennent des heures pour exprimer une idée, ça me rend folle. Ça me fait péter un câble. C'est clair. Moi, la phrase que je dis le plus dans ma vie, c'est vas-y, va à l'essentiel. Enfin, Ouais, c'est c'est bon, ça. réduis, quoi. Je peux pas écouter des gens qui expliquent la même chose pendant des heures, c'est insupportable. Et du coup, voilà, j'ai vraiment une prédilection pour comment dire, les choses qui sont traitées de façon condensée. Mais pour tout, tu vois, par exemple, je sais pas, l'actualité, je vais pas regarder un journal qui dure 1 heure et demie, quoi. Enfin, je vais Mmh. aller sur TikTok, voir une chaîne d'actualité qui te traite l'actualité du jour pendant même pas 1 minute. Et comme ça, c'est très bien. Mon cerveau intègre très bien les choses. J'arrive à rester bien concentrée. Et là, j'arrive à absolument tout assimiler. Donc voilà. Ouais, top. Alors, quand on est chef d'entreprise, comme tu sais, on a plusieurs casquettes, donc on est obligé Ouais, de faire pas mal de choses, différentes. Quelle est, ouais. toi, la casquette que tu préfères le plus? Celle vraiment, où tu t'éclates, vraiment le plus? La création. C'est vrai que malheureusement, plus, l'entreprise a du succès et moins j'en fais. Et ça, c'est quelque Mmh. chose qui est un peu triste. C'est que quand j'ai démarré, en fait, je faisais quasi que de la création. C'est moi qui créais les cours, c'est moi qui les donnais, c'est moi qui créais le contenu sur les réseaux sociaux, c'est moi qui enfin, vraiment, je faisais tout le travail de création. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Je c'est Mmh. c'est impossible pour moi de faire tout ce travail de création parce que, moi, je dois m'occuper de choses beaucoup moins drôles. Je passe mes journées, voilà, à signer des contrats, gérer, comment dire? À manager, à gérer, les différents problèmes, à, enfin voilà, à faire des choses pas drôles du tout, en fait, tout simplement. Et Mmh. des choses, enfin que mon TDA déteste, en fait, hein. C'est-à-dire, voilà, lire des contrats de 50 pages, enfin c'est un enfer pour moi, c'est un enfer. Mais malheureusement pour moi, j'ai littéralement un travail qui me requiert de faire ça, assez régulièrement. Donc, c'est vrai que c'est compliqué et c'est aussi dans ce cadre-là que j'avais espéré que la Ritaline pourrait m'aider. C'était de me dire: «Bon, j'essaye de rassembler toutes les choses, hyper difficiles pour lesquelles j'ai besoin de beaucoup de concentration. Je prends un petit, comprimé de Ritaline ce jour-là et puis, voilà, je lis tous mes contrats, je fais tous les trucs les plus difficiles et puis ensuite, voilà, j'en prends plus parce que c'est pas un traitement quotidien chez moi du tout, quoi. C'est Mmh. pas quelque chose que je vais prendre au quotidien, ça m'intéresse pas. Mais voilà, pour, les grosses difficultés, pour vraiment les jours où j'ai besoin d'une super concentration, bah, je vais, voilà, prendre un comprimé ce jour-là et ça va me faciliter. Bon, malheureusement, avec, la grossesse et l'allaitement, ça fait bien longtemps que j'ai pas pu faire ça et puis, bah, qu'au final, je galère un petit peu. Bon, heureusement, j'ai la chance d'avoir un super mari qui m'aide, donc ça, c'est Mmh. super. Quand, voilà, je dois lire un gros contrat ou faire quelque chose comme ça, généralement, j'essaie de lui déléguer pour que, bah, je puisse, réserver mon espace mental à d'autres choses. Mais voilà, c'est vrai que, aujourd'hui, malheureusement, ce qui m'éclate le plus dans l'entrepreneuriat, c'est ce que je fais le moins malheureusement. Mmh. Donc j'essaye, toujours de voilà, de lancer de nouveaux projets qui puissent me stimuler, intellectuellement. Par exemple, tu sais, enfin, l'année dernière, il y avait eu le film, par exemple, qu'on avait Mmh. réalisé. Là, je me suis éclatée, enfin, c'était incroyable, c'était trop, trop bien. J'aimerais tellement pouvoir faire ça tout le temps et je me rappelle quand j'étais en train de le faire, j'ai galéré, hein, c'était super dur. Je pense que voilà, toi, tu as réalisé un court-métrage, tu sais un petit peu comment c'est Mmh. compliqué. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, le film, ça a été très difficile, mais en même temps, c'était enfin, d'une stimulation intellectuelle, c'était extraordinaire. Et je me rappelle, pendant que je le faisais, je me disais: «Oh là là, j'aimerais bien en faire d'autres, rapidement» et au final, bon, c'est pas possible. Ah mais je Donc comprends parfaitement, ce que tu veux dire. Moi aussi, j'ai kiffé cet exercice-là et je sais pas si toi, ça t'a fait ça, mais notamment ce que j'ai kiffé dans le fait de faire un film, même si c'était un court métrage, tu vois? C'était que quand tu fais ça, tu es obligé d'être dans le moment présent. C'est-à-dire que ta tête, elle ouais. peut pas être ailleurs. Tu es obligé d'être ici Exactement, et ouais. maintenant. Exactement. Tu sais, tu peux pas partir ailleurs pendant que tu es en train de dire tes répliques, c'est Ah pas non, c'est possible. pas possible.
Et Exact. ça, ça a été vraiment, quelque chose que j'ai pris conscience, en fait. Je me suis dit: «Ah, c'est fou, mais là, vraiment, je peux pas laisser mon cerveau s'évader. J'ai pas le temps de penser à ce que je vais faire à la cuisine, demain», tu vois? Et j'ai trouvé que c'était un exercice extraordinaire par rapport à ça. Ouais, exactement, ouais. En plus, j'avais le rôle principal, donc en fait, j'étais dans absolument toutes les scènes, donc c'était, ouais, il fallait être bien concentré. Mais en plus, enfin, toi, j'ai vu que tu avais fait appel à une entreprise, hein, si je dis pas de bêtises? Non, même pas, non. Non, Ah non. bon? C'est-à-dire que, moi, je suis la co-réalisatrice, donc et en même D'accord, temps, je joue aussi dans mon film. Donc on a tout d'accord. fait de A à Z, c'est-à-dire que j'ai écrit le Ah, je scénario pensais que tu avec, avais fait appel à une entreprise. ah Ah, donc en non, fait, non, tu as non. galéré, tu as eu les Ah oui, mêmes galères oui. que moi, quoi. Ah non, j'ai galéré sur tous les niveaux. En plus, c'était notre première expérience à tous les 3. Donc j'étais avec 2 petits Ouais, jeunes, hein, qui avaient, 20 et 22 ans et en fait, d'accord. eux aussi, ils avaient jamais fait ça. Donc j'étais un petit peu leur maman, tu vois, du fait de la différence d'âge. Mais en Ouais, tout cas, on a eu, vraiment, beaucoup de problèmes techniques, de galères parce que, bah, on n'avait jamais ouais. fait ça. Mais c'est Mais en dur même d'être temps, devant la caméra et derrière en même temps, voilà, c'est super dur. alors ça qui était dur, heureusement qu'on était 3 justement parce que, par exemple, Ouais, on était tous les 3 en plus acteurs dans notre film et du coup, ouais, ben, quand, c'était ma scène à moi, par exemple, bah, eux, ils étaient du côté de la réalisation et vice versa, ouais, tu vois? Donc mais c'était vraiment génial et c'est vrai que c'est fou quand tu as toutes ces séquences que tu vas filmer et puis à la fin, ça donne un résultat et tu vois un ouais. beau film devant toi, quoi et c'est magnifique et il C'est est ouais, tu passé vu? au cinéma à Cergy au mois de janvier, Oh, trop 2024. bien! Ouais, donc j'ai en plus eu le bonheur de voir mon film, bah, sur un vrai grand écran au Ah cinéma. ouais, Ah ça génial! fait ouais, ça fait quelque chose quand même, ça fait quelque chose. Ah bah, J'avais du mal j'imagine, ouais. à réaliser et je te comprends et du coup, j'aimerais bien moi aussi en réaliser un autre. Bah, peut-être qu'un jour on fera un film Ouais. ensemble, qui sait? Ah ouais! Ouais, franchement, ce serait top. Mais c'est vrai quoi, il y a c'est aussi un peu ce qui pousse à vouloir, lancer d'autres projets, tout ça, parce qu'on a envie de retrouver un petit peu cette stimulation intellectuelle, cette Mmh, créativité, ouais, qu'on ouais, qu'on n'a pas forcément au quotidien quand on doit, gérer des factures, gérer des mails, enfin ce genre de choses-là. C'est vrai que bon, c'est ça c'est pas et ce qu'il y a de mieux, quoi. ouais, grave et alors du coup, tu sais que dans le TDA, justement, les fonctions exécutives sont altérées, c'est-à-dire tout ce qui est lié, en fait, au cortex préfrontal, hein, qui est juste derrière le front et qui Ouais, gère, en fait, tout ce qui est l'organisation, notamment la planification, hein, la fameuse, ouais. planification des valises, par exemple, au hasard et du coup, comment tu fais, toi, pour contrebalancer, ces difficultés exécutives au quotidien, par exemple, pour l'organisation, la planification? Du coup, qu'est-ce que tu as mis en place pour, te faciliter la vie à ce niveau-là? Alors, comme je t'en avais parlé, c'est vrai que j'écris tout, je note tout, je m'assure en fait, ça m'a pris des années, hein, parce que en fait, il faut, être dans l'analyse avec soi-même. C'est-à-dire qu'on est tous différents, tu vois? Mmh, C'est tout bête, mais toi, par exemple, tu galères à faire tes valises, ton fils ne galère pas et pourtant vous avez un TDA tous les mmh, 2. mmh. Donc, c'est ça montre bien que voilà, il y a pas de méthode préfaite, c'est pas un taille unique, pour tout le monde. Donc du coup, il faut vraiment être dans l'analyse et voir ce qui fonctionne pas. Qu'est-ce qui nous stimule? Qu'est-ce qui va faire qu'on va être encouragé à, passer à l'action plutôt que, voilà, à rester dans la paralysie? Donc, c'est vrai que voilà, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été de bien réfléchir à qu'est-ce qui me bloquait, à qu'est-ce qui me posait des difficultés. Je me suis rendu compte que c'était vraiment primordial pour moi de tout noter parce que, quand on a un TDA et que, bah, on a le cerveau qui va dans tous les sens, faut pas le remplir d'autres choses parce que non seulement, du coup, on oublie des choses, mais en plus, ça rajoute à cette impression d'avoir, le Mmh. cerveau qui va dans tous les sens. Donc, vraiment, c'est super important de faire ça et au-delà de ça, vraiment bien structurer les choses. C'est-à-dire, moi, du coup, voilà, j'utilise, 2 outils principaux. J'utilise donc, Notion et j'utilise mon planeur, du coup, mon planeur personnel. Qui me permettent du coup, bah, voilà, de vraiment bien structurer absolument tous les objectifs. Donc, quand je travaille avec mes équipes, absolument tout doit passer par l'écrit et on «range bien les choses» entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, par exemple, on a un tableau de bord du coup qui est réservé à l'équipe. Tout est, classé, voilà, donc il va y avoir d'un côté le marketing, il va y avoir d'un côté, l'ingénierie, pédagogique, il va y avoir d'un côté, les ressources humaines et cetera et tout est bien, calé, tout est bien organisé, de son côté. Il faut surtout pas que tout soit en vrac, voilà, dans un seul et unique, support, et du coup, voilà, c'est vraiment comme ça, enfin, c'est en analysant, ce qui me bloquait, ce qui me posait des difficultés que, finalement, j'ai réussi à trouver une organisation qui me convenait. Mmh. Et du coup, quel est aujourd'hui le principal, défi qui te challenge encore par rapport à ta mission de chef d'entreprise? Tu as plusieurs entreprises en plus, entre parenthèses. Ouais.
effectivement, ce qui me challenge le plus, alors ce qui me challenge le plus, c'est de devoir justement, m'adapter à mes collaborateurs. C'est-à-dire que, bah, en fait, eux, ils ont des horaires fixes, ils attendent mes instructions pour pouvoir Oui. travailler. Ils attendent que voilà, je puisse, leur dire: «Voilà, il faut le travailler sur ça, sur ça, sur ça». Mais en fait, j'ai pas, je fonctionne pas forcément, d avec les mêmes horaires, j'ai pas le enfin, c'est-à-dire que je vais pas avoir mes idées, mon inspiration, quand il faut, je vais pas, et c'est ça qui me challenge un petit peu, c'est que, bah, il faut constamment que je puisse, mobiliser mon cerveau pour trouver de nouvelles idées pour qu'eux puissent travailler dessus, par exemple. Alors que, bah, sur le moment, j'ai pas forcément d'inspiration ou sur le moment, je suis pas forcément dans un mood, à, parler, réseaux sociaux, par exemple, mais je suis plutôt, voilà, j'ai le cerveau qui est plutôt, occupé à, penser au prochain audit, par exemple. Enfin, tu vois? Et c'est cette nécessité de management, qui est un peu difficile, là, à l'heure actuelle. Le fait aussi, parfois de devoir conduire des longues réunions, de rester bien concentré tout le long et ça, c'est terrible parce que c'est moi la chef et une chef qui n'écoute pas ce qu'on dit, c'est quand même compliqué, quoi. Tu vois? Des fois, ils sont enfin, des fois, mais c'est terrible, hein, parce qu'en plus, j'ai peur, c'est pour ça que j'explique toujours à mes collaborateurs, du coup, que j'ai un TDA, que si jamais, j'ai pas suivi quelque chose, que j'en suis sincèrement désolée, mais que je le fais pas du tout exprès. Mais le souci, c'est que, bah, des fois, par exemple, voilà, on va faire une réunion à 3 4 personnes, par exemple. La première personne va parler, ensuite la deuxième va commencer à parler, mais moi, je suis toujours sur la première, tu vois? Mon cerveau, il est encore en train de réfléchir sur ce que dit la première, et là, la deuxième termine de parler et me dit: «Qu'est-ce que tu en penses?» Et là, c'est terrible. C'est terrible parce que j'ai rien écouté de ce qu'elle vient de dire et qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Je ne sais pas. Donc voilà, vraiment le plus gros challenge que j'ai actuellement, c'est avec, bah, mes collaborateurs et je me sens très reposée quand, j'ai personne à gérer, par exemple, ce jour-là, tu vois? Par exemple, hier, du coup, j'avais, enfin, tous les collaborateurs étaient soit, en vacances, soit en arrêt, soit, à l'école pour les alternances, enfin voilà. En gros, j'avais personne à gérer, hier, et ça m'a reposé l'esprit, ça m'a reposé le cerveau. Des fois, tu as envie de virer tout le monde juste pour ne plus, pour ne plus avoir à gérer ça, mais du coup, l'entreprise, elle tournerait plus, donc c'est pas trop possible. Donc Mmh. ouais, voilà, c'est pour ça que, c'est pour ça que c'est un peu compliqué de plein de manières au final, hein. Tu vois, depuis tout à l'heure, on parle de toutes sortes de difficultés que Mmh. l'entrepreneuriat peut amener, mais je trouve quand même que les avantages sont tellement plus importants pour quelqu'un qui a un TDA. On a une liberté, on a une stimulation intellectuelle qui vaut le coup au final face à toutes les autres, difficultés, quoi. Et ouais, mais carrément. Et alors, par exemple, l'exemple que tu nous as donné où finalement tu es pris en flag et comment tu amènes le truc? Parce que, par exemple, moi, je suis vraiment sans filtre. C'est-à-dire, moi, je vais carrément dire à la personne: «Ah désolé, j'étais pas du tout dedans là, est-ce que tu peux me la refaire quoi?» tu vois? Est-ce que toi, Ouais, tu vas être bah, comme ça ou est-ce que tu arrives, ouais, à je le je inhiber le à je le inhiber ce truc-là? Alors, ça dépend avec qui je parle. Je vais être honnête, hein, quand c'est des personnes qui savent, que j'ai un TDA, c'est-à-dire mes proches, mes collaborateurs, mes amis et cetera, je le dis clairement. Je m'excuse, hein, parce que je trouve quand même que voilà, il faut Oui, s'excuser, c'est pas sympa. bien sûr. Voilà, je m'excuse et tout vraiment allègrement. Mais quand c'est des personnes qui ne me connaissent pas, franchement, j'essaye de trouver une excuse, j'essaye de trouver un truc, tu vois? J'essaye, tu sais, des fois, tu as pas écouté, mais ton cerveau, il a capté deux trois mots. Du coup, j'essaye de rebondir sur ces mots-là. Enfin, voilà, honnêtement, j'essaye de m'en sortir quand c'est une personne que je connais pas. Mais non, quand c'est des personnes que je connais, quand c'est mon mari, ma famille, mes collaborateurs, tout ça, ouais, je le dis clairement, je m'excuse, je dis: «Je suis désolée, j'étais encore en train de penser à tel ou tel truc, j'ai pas écouté, est-ce que tu peux répéter, quoi?» Mmh. Alors si, tu pouvais revenir en arrière, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu ferais différemment? Ah, c'est une bonne question. C'est Bah, une comme bonne toutes les question, questions que c'est je une pose, bonne hein. Non, je rigole. question. Non, c'est une bonne question parce que je me la suis pas posée, en fait, dans le sens où, voilà, il faut que j'y réfléchisse, mais, hem, je pense que la seule chose, en réalité, hein, sur laquelle je reviendrai, c'est juste la façon dont moi je me suis, parlée, dont moi je me suis traitée. Mmh. Honnêtement, c'est juste là-dessus que je reviendrai. Mais sinon, honnêtement, j'ai pas de regrets, j'ai pas de choses que je ferais différemment. J'ai
j'ai fait les choses comme, au final, enfin, je suis très satisfaite de la façon dont les choses se sont déroulées, parce que, bah, voilà, même si je n'étais pas diagnostiquée, je me suis quand même beaucoup écoutée. Ma maman a beaucoup joué là-dedans, hein, honnêtement, on va pas se mentir. Mais je me suis beaucoup écoutée. Au final, bah, j'ai suivi mon impulsion, j'ai suivi mon besoin de liberté, j'ai suivi mon besoin d'entrepreneuriat aussi. Donc non, honnêtement, à part la façon dont je me parlais, y a rien que je change, hein, parce que j'ai été très rude avec moi-même, hein, honnêtement. Mmh. Ça a été compliqué quand j'étais plus jeune. Ouais, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, hein, chez les personnes qui ont un TDA ou TDAH et aujourd'hui tu es maman, heu Ouais. qu'est-ce que le TDAH est venu challenger en plus par rapport à ton rôle de maman? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. C'est vrai que j'ai une petite fille qui est très éveillée, machallah, et ça, c'est génial. Machallah. Et ma fille a très tôt, et ça a été impressionnant à constater, ma fille a très tôt, compris, que j'avais, des moments d'absence, et elle a très vite développé, des choses pour, attirer mon attention. Elle a compris qu'en me parlant, ça ne servait à rien, ça marchait pas. Du coup, elle a compris qu'il fallait me toucher physiquement, Mmh pour me faire mh. revenir, au moment présent. Et ça vraiment, elle a commencé à le faire, à 1 an et demi, hein. Ça a été très, très tôt. Elle a très vite compris que voilà, il y avait des moments où elle me parlait, où j'étais pas, enfin voilà, je la regardais même pas dans les yeux, j'étais pas présente, psychologiquement. Et du coup, voilà, elle a compris qu'il fallait qu'elle vienne vers moi et qu'elle me touche pour que je revienne vers elle. Il y a aussi, Elle est très forte cette petite parce que figure-toi que c'est quand même, un des conseils qu'on donne dans la méthode Barclay avec les ah ouais, enfants c'est vrai? TDAH. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que pour s'adresser à un enfant TDAH, effectivement, la parole ne fonctionne pas, il faut souvent le toucher pour justement l'obliger à revenir. Donc en fait, elle est déjà Ah, formée c'est à la méthode fou! Barclay sans Ouais, ouais, savoir. c'est incroyable parce que du coup, ouais, des fois, elle va prendre mon visage carrément, elle va le tourner vers elle Mmh. pour me dire: «Maman, regarde-moi, Ah, tout à fait. je suis en train de te Et parler, quoi». et bah, ça, c'est Donc le deuxième conseil qui est dans la méthode Barclay, c'est de regarder justement l'enfant dans les yeux, tu vois? ouais. Ouais, bah, c'est fou, c'est incroyable. Bah, ouais, bah, du coup, elle fait ça depuis vraiment toute petite, et c'est Mmh. vrai que oui, c'est challengeant parce que, bah, on se sent coupable aussi, de pas donner, toute l'attention que nos enfants méritent. On se sent coupable, voilà, de les faire se sentir parfois peut-être mis à l'écart, et cetera. Je vois bien qu'elle est frustrée des fois, hein. J'entends: «Maman, écoute-moi s'il te plaît, machin». Ça me fait mal au cœur quand elle dit ça parce que voilà, c'est Mmh. pas ma volonté de l'ignorer, mais malheureusement, c'est ce qui arrive parfois. Et du coup, voilà, c'est vrai que c'est une petite qui parle beaucoup. C'est une petite qui a toujours quelque chose à dire, donc du coup, il faut tout le temps être focalisé, il faut toujours, être à l'affût de ce qu'elle raconte, et c'est vraiment la partie la plus challengeante, pour moi. Mmh. Du coup, compte tenu de votre mode de vie, hem, Ouais. toi, est-ce que tu t'inquiètes par rapport à l'avenir de tes enfants ou au contraire, tu t'es dit: «Bah, voilà, nous, on a fait le choix de la liberté, donc bah, mes enfants seront aussi, libres finalement de se réaliser»? Ouais, non, justement pas du tout. Je suis pas du tout inquiète pour l'avenir de mes enfants, parce que, oui, justement déjà, mon mari et moi, c'est ça qui est génial, avec le fait qu'on soit tous les 2 neuroatypiques, c'est qu'on a cette même mentalité, ce même besoin de liberté, et du coup, ce besoin de liberté, je pense qu'on va l'inculquer à nos enfants. C'est vrai que, enfin, ma fille, son premier voyage, elle l'a fait à 3 mois, et depuis, on a toujours été en vadrouille, on a toujours été, dans un avion. Enfin, là, elle en est à son 37e vol en 3 ans, donc voilà, ça fait partie de sa vie, ça fait partie de son quotidien, et au-delà de ça, je me sens beaucoup plus armée maintenant pour pouvoir, gérer si jamais elle aussi a un TDA, parce que pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire, on ne peut pas savoir. Voilà, c'est vrai qu'avec l'expérience du coup que moi j'ai, puis l'éducation que ma maman m'a donnée, tout ce qu'elle a fait pour m'aider, et cetera, je me sens, armée pour pouvoir, l'aider. Après, je pense pas que j'ai enfin, j'ai toutes les clés et toutes les méthodes et tout, voilà. Mais, en tout cas, le simple fait juste de savoir qu'il faut être à l'affût des signes, et que potentiellement il faudra, que je l'aide de telle ou telle manière, déjà c'est très bien, tu vois ce que je veux dire? Dans le sens Mmh. où, voilà, là moi je suis à l'affût, des signes chez mes enfants, je suis à l'affût du moindre trouble, et si jamais trouble il y a, et ben, voilà, j'hésiterai pas à me former davantage, j'hésiterai pas à faire davantage de recherches, à faire le nécessaire pour que justement, je puisse les aider, parce que je ne veux surtout pas qu'ils aient la même enfance que moi, où, j'étais en permanence en train de me dénigrer, où j'étais en permanence en train de penser que j'étais bête. Je veux surtout pas ça. Mmh. Je veux absolument les valoriser, je veux absolument qu'ils sachent que, ils ont enfin,
au contraire, je veux qu'ils soient fiers de leur cerveau, quoi. Je veux qu'ils trouvent ça Mmh. génial. Déjà, je veux qu'ils voient ça comme un super pouvoir, vraiment. Mmh. Enfin, moi, aujourd'hui, j'adore mon cerveau. Je le trouve trop bien, je le trouve extraordinaire, je trouve qu'il fait des trucs de fou. Voilà, des fois, il court-circuite, mais comme un ordinateur un peu trop puissant tu vois, qui bug. Mmh. Mmh. Mais moi, je suis fan de mon cerveau et je trouve qu'il est génial et je veux qu'ils voient leur cerveau de la même manière. Je veux pas qu'ils se disent, ah, il faut que je contre mon trouble. Non, je veux qu'ils se disent, j'ai un cerveau qui est tellement génial, il est trop bien, il fait des trucs de fou. Et des fois, il bug, il court-circuite un peu. Il faut que voilà, je mette en place des petites choses pour pouvoir l'aider à continuer à tourner. Mais je veux qu'il voit les choses plutôt comme ça, quoi. Mmh. Bah, c'est magnifique ce que tu dis, hein, on est dans la même lignée et tu sais, moi, j'ai beaucoup de mamans qui s'inquiètent parce que, bah, souvent ça colle pas à l'école, hein, finalement, c'est souvent là que va se cristalliser toutes les difficultés Ouais, autour, de leur enfant. Qu'est-ce ouais. que tu dirais à une maman qui s'inquiète justement par rapport aux résultats scolaires? Les résultats scolaires, c'est la chose la plus secondaire au monde, mais vraiment, Ah c'est-à-dire que merci, moi j'ai merci Rahma. grandi, non mais vraiment, on se rend pas compte à quel point ça n'a aucun intérêt, parce que, enfin moi j'ai grandi, hein, dans un environnement où les notes c'était ultra important, machin, nin nin et puis au final tu grandis et tu te rends compte ce qui est important, c'est de donner à tes enfants l'envie d'apprendre, Mmh, l'envie d'être curieux, l'envie de voilà, de découvrir plein de choses par eux-mêmes. Parce que, même si sur le plan scolaire ça fonctionne pas, si tu leur as donné l'amour de l'apprentissage, il y aura forcément une voie qu'ils pourront suivre d'une manière ou d'une autre, et faire quelque chose qui les épanouit. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Par ouais, exemple, ton tout à fils, tu fait. vois, il était pas scolaire du tout. Au final, ça fonctionnait pas et pourtant aujourd'hui, tu vois, il a réussi à avoir, une carrière qui lui plaît et cetera. Mmh, La preuve que, c'est tellement secondaire, il faut pas s'en inquiéter. Moi-même, alors certes, j'avais de bonnes notes, j'avais pas non plus, 18 de moyenne, hein, mais j'avais voilà des notes, des notes qui étaient assez bonnes. Mais, c'est pas mes notes au final qui m'ont permis de faire, le métier que je fais aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? mmh, Si complètement. j'étais restée sur, des métiers, qui nécessitent, d'être très scolaire, bah, j'aurais été très malheureuse, hein, honnêtement, j'aurais pas été épanouie dans ce que je fais. Donc il faut enfin vraiment si j'ai un message à renvoyer aux parents, c'est votre priorité, ça doit être de donner à vos enfants l'envie d'apprendre, la Mmh, curiosité, l'envie d'explorer des domaines qui leur plaisent et cetera et le reste se fera. On vit à une époque extraordinaire où on peut tout monétiser, où on peut, réussir à créer une carrière à partir de rien. Donc il faut vraiment pas s'inquiéter de ce côté-là. Il faut que nos enfants, ils soient bien ancrés dans le digital. Ça, je trouve que quand même c'est important, hein. Parce que justement, aujourd'hui, on peut créer des carrières à partir de tout, mais quasi toutes à partir du digital quand même. C'est super important. Mais à côté de ça, voilà, il faut pas s'inquiéter, enfin vraiment les notes, ça devrait être le cadet de ses soucis, quoi. Voilà. Ben on est d'accord, c'est exactement, le message que je transmets en permanence, que ce soit sur mes réseaux ou dans mon accompagnement. En réalité, finalement, tu es dans une société qui survalorise le pouvoir de l'école, alors que je Ouais, suis totalement d'accord avec toi, que c'est absolument pas ça qui va déterminer si tu vas être heureuse ou pas dans ta vie, mais alors vraiment pas du heureusement tout. que non en plus. Voilà, Pas c'est du ça tout. et tu te rends compte que comme tu dis, c'est plutôt toutes les qualités intrinsèques que tu vas transmettre à tes enfants. C'est ça en fait qui va leur donner de la force pour plus tard et faire les choix Ouais, qu'ils voudront eux, en fait et s'assumer pleinement tels qu'ils sont et ils auront toujours les ressources, toujours les idées pour, en fait, tu vois? Et ça, je trouve ça très, très exactement. important de le rappeler parce que je vois encore trop de mamans, Rahma, et c'est là-dessus que je travaille beaucoup avec les mamans, qui vont détruire carrément leurs relations à cause de l'école et ça, moi, ça me fout en l'air quand Ouais. je vois ça parce que j'ai failli aussi en arriver là. Heureusement pour moi, alhamdoulilah, Dieu m'a montré la voie à suivre, mais à l'époque, moi, il y avait personne pour m'accompagner, tu Oui, vois? bah, oui, bien sûr. Mais c'est triste quand je vois, voilà, des mamans qui arrivent à des situations où l'enfant, il arrive, tu vois, à l'adolescence ou la préadolescence et en fait, bah, c'est la guerre clairement. Parce qu'en fait, l'enfant s'est vu constamment reprocher ses mauvais résultats. Il est Ouais, stigmatisé à cause du fait qu'il a pas eu le rendement qu'on espérait de lui et ça, je trouve ça ouais. terrible, quoi. Exactement. Ouais, ouais, non, mais je suis prête à faire la guerre, moi, hein. Mais mes enfants sont encore tout petits, mais je suis préparée, en tout cas, à remettre à leur place, les maîtresses qui voudraient me faire croire que mes enfants sont inadaptés ou que, leur avenir est fichu, quoi. Je refuse d'entendre des propos pareils, clairement. Ouais, c'est clair. Et alors, avant-dernière question, donc tu t'es expatriée. Je voulais Oui. savoir, en termes de qualité de vie, qu'est-ce que tu as trouvé ailleurs que tu n'as pas trouvé en France? Ah! Qu'est-ce que j'ai trouvé ailleurs que j'ai pas trouvé en France? Alors,
Il y a mon mari qui est en train de Qu'est-ce qu'il rigoler à dit? côté. Il est en train de faire un signe pour dire, il y a beaucoup de choses. Alors, en fait, on s'est rendu compte que, dans énormément de pays en dehors de la France et je dirais en dehors de l'Europe tout court, les gens vivent plus. C'est tout bête, hein, mais on est beaucoup moins dans le métro boulot dodo. Les Mmh. gens sortent, les gens, profitent de leur famille, les gens en fait, par exemple, quand j'habitais en Turquie, c'était pas du tout dans cette mentalité de métro boulot dodo. C'est-à-dire que les gens, ils sortent du travail, ils embarquent femmes et enfants, ils se prennent, tu sais, le thé, les petites graines de tournesol, machin, ils se posent, au bord du Bosphore, ils boivent le thé ensemble, ils profitent de leurs enfants, ils profitent et c'est tu vois? Ils prennent une heure comme ça après le travail, Mmh. où tu vois, on se pose, on se relaxe et cetera après une journée qui peut-être a été stressante, a été difficile et cetera et puis on rentre et puis, bah, là, on suit sa petite routine habituelle, voilà, le dodo, le repas, le machin mais on a profité vraiment, enfin, tu t'es posé tranquillement, tu as pris ton thé, tu as discuté avec ta femme, tu as pris le temps de faire connaissance avec tes enfants. Enfin, tu vois? Oui, Parce que oui, de vivre, en fait, tout simplement, quoi. de vivre, oui, c'est ça, tu vois? Non, mais c'est fou, hein, mais on ne vit pas, Ouais, je trouve, en c'est Europe ça. Ah oui, je et suis d'accord. On exactement survit, en et en fait. fait, On est plutôt en mode survie, hein. C'est un truc de fou, oui. exactement et en fait, tu vas à l'étranger, tu te rends compte, bah, je sais pas, les gens, ils sortent. Bah, la France est morte, le dimanche, on est d'accord? Il y a personne Complètement. dehors en France, enfin, c'est fou. Le Alors dimanche que et le puis tous les soirs dimanche à partir de 19h aussi. exactement, alors que tu vas en Turquie, tu vas en Malaisie, tu vas dans je ne sais combien de pays, tous les magasins sont ouverts jusqu'à 21h-22h, vraiment Mmh. partout, 21h-22h. Le dimanche, c'est un jour lambda, enfin, dans la semaine, vraiment, tu as pas à te poser la question de: «Est-ce que ça va être fermé? Est-ce que» non, c'est un jour Mmh. lambda dans la semaine. Il y a pas de le dimanche, c'est fermé, pas du tout. Et puis les gens sortent, ils profitent, ils vont faire des activités avec leurs enfants et en fait, c'est vraiment le truc principal parce qu'on peut parler d'autres trucs, hein, voilà, par exemple, des logements qui, généralement sont plus, agréables parce que tu as plus souvent des choses avec, je sais pas, des terrains de sport, des piscines, mais ça au final, c'est secondaire, on s'en fiche, c'est pas le plus important. Le truc principal que vraiment on a constaté à l'étranger, c'est, en dehors de l'Europe, vraiment les gens prennent plus le temps de vivre. Après je te dis en dehors de l'Europe, mais je pense que par exemple en Amérique du Nord, ça doit être la même chose, hein, en réalité. Je pense vraiment dans les pays, très développés, on ne vit pas quoi. On ne Mmh vit mh. pas, on survit, c'est voilà, on passe la semaine, oh vivement le week-end et puis le week-end passe, oh vivement, le week-end et puis le week-end passe. Enfin, tu vois, Ah mais c'est je suis c'est entièrement triste d'accord quoi. avec toi et ah mais totalement et je pense que c'est pas anodin et c'est sûrement en lien avec ça si, on fait partie des pays qui consomment le plus d'antidépresseurs, hein. Ah Parce bah oui, qu'effectivement, on ne vit pas, en fait, tout simplement et tu vois, là, j'ai passé 2 mois en Algérie avec mon fils et justement ça m'avait vraiment frappé à quel point les gens là-bas sont des bons vivants, en fait et ouais, pourtant tout le monde travaille, tout le monde a des enfants, les emmène à l'école et bah oui, cetera. Mais en fait, la vie, c'est pas que ça, en fait et je sais ouais, pas, ici, c'est exactement. comme si on a tellement survalorisé la productivité, le travail c'est comme si, tu sais, passer trop de bon temps, c'est mal vu un peu quand même, tu vois? Exactement et tu dois le planifier, tu vois? Tu te dis: «Bon Voilà. allez cette semaine, je vais faire un truc» alors que, honnêtement, hein, là depuis qu'on s'est expatriés, la plupart de nos sorties, la plupart des trucs sont totalement improvisés. C'est-à-dire que voilà, la petite rentre de l'école, on se dit: «Tiens, si on allait, se balader, manger une glace?» Mmh, alors qu'en France, on faisait jamais ça, mais vraiment jamais ça. Tu c'est vois? Une fois que clair. la journée est finie, dans ta tête, voilà, il faut que tu te lances dans ta routine du soir alors que pas du tout. Il y a quand même au moins 1 heure à consacrer à, je sais pas, à sortir, se balader, faire un tour, machin. Et puis même, je trouve que les infrastructures en France sont pas le permettent pas autant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Mmh. En, Oui, bien sûr, bah oui, il parce y que a il tout y a est beaucoup fermé plus de tôt choses qui sont déjà. prévues justement, Mmh, à la ouais, détente, au fait de c'est de ça. profiter et cetera, quoi. Ouais, Donc je suis voilà, d'accord. honnêtement, c'est le truc principal que je dirais, enfin, au que de ce qu'on a trouvé, en fait, à l'étranger qu'on ne retrouve pas en France, quoi. Mmh, c'est clair. Alors, pour terminer, j'aime bien terminer par des questions, on va dire un peu rigolotes, c'est comme ça que je dis moi. C'est-à-dire un peu moins «sérieuses» entre guillemets. Dis-moi? Quel est ton film préféré alors moi? C'est Le Parrain. Ah ouais, Le Et Parrain. ironiquement, c'est un film qui dure 3 heures. Ah ouais, d'accord. OK et Et alors c'est pourquoi ce d'ailleurs, film-là? en regardant ce film que j'ai rencontré mon mari, en fait, quand on s'est rencontrés dans un car, j'étais en train de regarder, Le Parrain, justement et Ah! ne la 1re danse, tu sais, à notre mariage, tu sais, le fameux slow, Ouais. de la première danse, bah, c'était du coup sur la bande son du Parrain. Ah, Voilà. trop drôle. Excellent et alors pourquoi ce film te touche autant?
Je sais pas, je trouve que c'est un chef-d'œuvre, cinématographique. Je trouve aussi que, contrairement aux films, d'aujourd'hui, il est plus, enfin, ironiquement, oui, il est plus lent et il y a plus de enfin, les scènes sont plus longues, on prend plus le temps de enfin, je sais pas, il est c'est un film devant lequel tu te poses et puis, tu pas forcément besoin d'avoir 12 000 informations à la seconde. Mmh. Enfin, c'est pas pour rien qu'il dure 3 heures, en fait. Je pense que c'est le genre de film, s'il avait été réalisé aujourd'hui, il aurait duré 1 heure et demie, mais du coup, il serait allé un peu dans tous les sens. Et puis, bah, oui, forcément, en dehors de ça, c'est un chef-d'œuvre, cinématographique. Donc, oui, c'est un peu ces 2 aspects-là, je trouve. Justement, tu vois, on parlait de faire les choses lentement, de slow life, et cetera. Bah, je trouve que ce film, il fait un peu slow life, justement. C'est ce que j'aime bien, c'est ce que j'aime bien avec. Voilà, OK, bah, super, bah, merci. Et alors dernière question, dis-moi. si tu devais choisir un personnage de dessin animé pour être ton compagnon de bureau, qui choisirais-tu et pourquoi? Oh oh là là. Les interviews faites par des Heu, neuroatypiques, tu sais? Bilal, qu'est-ce que tu en penses? Si je devais choisir un personnage de dessin animé pour être mon compagnon de bureau, ce serait qui? Je sais pas du tout. Oh là là. Déjà, est-ce Dessin que tu as un animé. dessin animé que tu aimes particulièrement, Heu, regarder? ah ouais? Qu'est-ce qu'il a Bah, dit? il a dit Bob l'éponge. Je sais pas trop pourquoi, mais ça serait un moyen d'avoir quelqu'un qui travaille bien, mais qui en même temps est un peu fun et complètement déconcentré, donc je Ah pense que c'est OK. pour ça. Mais oui, le dessin animé que j'adore depuis des années et que j'aime énormément et qui justement, m'accompagne dans mon TDA, c'est les Simpsons. Les Mmh. Simpsons, c'est ce que je mets en fond sonore, en fait, quand je travaille et en fait, enfin, la raison pour laquelle ça m'aide énormément, c'est que, j'ai pas forcément besoin d'être concentrée dessus, c'est-à-dire que ça tourne, voilà. Mais quand mon cerveau a envie de divaguer, je vais sur les Simpsons, c'est hyper agréable, j'aime beaucoup, c'est quelque chose que j'aime bien, mais je peux le prendre au vol, c'est-à-dire que tu vois, c'est pas comme quand tu suis une série genre Grey's Ouais, Anatomy où il faut que tu suives, quoi. Là, c'est oui, pas voilà. nécessaire forcément de suivre. Et puis, bah, dès que je suis prête à me reconcentrer, hop, je fais totalement à nouveau abstraction. Je me remets dans mon travail. Hop, dès que mon cerveau a besoin de prendre une pause, de divaguer, il retourne sur les Simpsons et ensuite il retourne sur le travail. Alors, je sais pas si c'est, une bonne méthode, je sais pas si je me rends service ou pas, mais en tout cas, c'est ce qui m'aide, aujourd'hui, à pouvoir, travailler de si longues heures sur des choses aussi ennuyeuses. C'est, parce que, bah, voilà, je peux comment dire? Je laisse la possibilité à mon cerveau d'aller sur des choses fun, puis de revenir sur le travail, puis d'aller sur des choses fun, et cetera, et cetera. OK, intéressant. Donc en fait, dès que tu travailles, tu laisses les Simpsons tourner à côté de toi? C'est ça, exactement. J'ai les Simpsons OK. qui tournent en permanence, et j'y prête pas du tout attention, hein. C'est-à-dire que je suis tellement hyper focus sur mon travail que je ne pas enfin vraiment je ne prête pas du tout attention. C'est vraiment dans un coin, très éloigné de ma tête et puis dès que je commence à fatiguer, j'ai le cerveau qui se refocalise du coup sur les Simpsons. Ça lui permet de prendre une petite pause, de voilà, de souffler Mmh. un petit peu et ensuite boum, il se refocalise et ça se fait totalement automatiquement. C'est-à-dire que j'en ai même plus forcément conscience. Parce qu'à côté, des fois, tu vois, pendant que mon cerveau est sur les Simpsons, moi, je continue à faire des tâches un peu automatiques, un peu qui ne nécessitent pas Mmh. forcément de beaucoup réfléchir. Mais ouais, ça se fait vraiment très, très, très naturellement. Mais c'est vrai que mon entourage, ils deviennent un peu fous. Ils en ont marre des Simpsons en permanence, en fond. Sachant qu'en plus, bah, quand je dors, j'ai aussi toujours un fond sonore. Alors bon, avec les années, j'ai varié un petit peu. Maintenant, j'ai aussi intégré Faites entrer l'accusé. Attends, qu'est-ce que j'ai d'autre comme fond mais il faut que je Ah fasse ouais, attention avec «Faites entrer l'accusé» parce que, ouais, c'est un peu bah, la glauque quand dernière fois, même. j'étais en train de regarder. Ouais, justement, la dernière fois, j'avais ça en fond sonore et moi, forcément, comme je t'ai dit, je remarque même plus ce que je mets en fond sonore. Le problème, c'est qu'il y avait ma fille et d'un coup, je l'entends dire: «Le pervers, non, non, non». Je dis: «Oh là 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 là, oh mon Dieu!» Ah, Donc ouais, non, il faut que je fasse attention quand même avec «Faites entrer l'accusé». Mais voilà, c'est vrai que c'est indispensable pour moi d'avoir des fonds sonores, pour pouvoir, rester focalisée, pour pouvoir travailler. Mais je sens aussi des fois que j'en abuse un petit peu, parce que du coup, je le mets aussi même quand je ne travaille pas, même quand enfin pour toutes les tâches en fait du quotidien et à la fin de la journée, je sens que vraiment je suis épuisée mentalement. Ça m'a vraiment fatiguée. Parce que j'ai eu 0 minute de silence dans la journée, genre vraiment 0 minute de silence. C'est-à-dire mmh. qu'absolument tout ce que j'ai fait dans ma journée, il y a eu un fond sonore. Mon ménage, je l'ai fait avec un fond sonore, j'étais sous la douche avec un fond sonore, j'ai dormi avec un fond sonore, voilà et c'est vrai que ces jours-là,
généralement, c'est les jours où je suis la plus fatiguée, donc j'ai le plus besoin de stimulation. Bah, je sens que vraiment à la fin de la journée, j'ai le cerveau qui va exploser et je me sens très, très, très fatiguée. OK, parce que alors tu vois, moi, pour le coup, c'est le contraire. J'ai vraiment besoin de silence. J'ai même un casque anti-bruit dans mon bureau. Ah Pourtant, voilà, moi, ouais? mes enfants Ah, sont pas grands. du Ah oui, tout. oui. Bah, tu vois, mon Moi, mari, il est j'adore plus le comme toi. silence. Ah ouais, tu Ouais, vois? mon mari, il est J'adore comme le toi, il a silence. besoin de silence alors que moi, j'ai besoin de bruit et c'est pour ça qu'on s'entend pas du tout niveau travail parce que quand on doit travailler l'un à côté de l'autre, alors certes, je peux mettre des écouteurs, mais j'aime pas, c'est trop direct dans mes oreilles, tu vois? J'ai besoin que ce soit un Mmh. fond sonore un peu dans le vide, je sais pas comment t'expliquer. Ouais, je vois. Du En coup, fait heu, en du fait, coup, tu ouais, c'est l'utilises un peu rare. comme si c'était un bruit blanc, quoi, en quelque Oui, sorte. voilà, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire que voilà, moi, quand je peux travailler dans un chantier, hein, il y a pas de souci. Je suis très focalisée sur mon travail. J'ai pas du tout de problème avec le bruit ambiant. Donc c'est pour ça que oui, avec mon mari, on travaille rarement ensemble. On le fait quand voilà, on a des réunions à faire, des choses comme ça. Mais en tout cas, quand on doit se poser pour bosser pendant plusieurs heures, généralement, on le fait dans des pièces séparées. Lui-même, des fois, souvent, il sort à l'extérieur pour aller dans un bureau, quelque chose comme ça. Parce que, bah, voilà, moi j'ai besoin de bruit, lui il ne supporte pas et du coup, on s'entend pas du tout de ce côté-là. Ah ouais, Voilà. beh, ça, je alors c'est assez rare, c'est la première fois que j'entends ça, parce que les personnes TEDA, justement, en général, sont gênées par les bruits qui sont à côté d'eux. Après Ah toi, tu ouais, as non, choisi ton pas bruit, du tout. donc peut-être que c'est Ouais, voilà. différent. Ah oui, oui, c'est pas n'importe quel bruit non plus, hein, c'est ça Voilà, qui est c'est ça. important. Si c'est pour ça en fait, c'est pour ça que je te disais vraiment j'ai pris le temps avec les années d'apprendre à me connaître et de voir ce qui Mmh. fonctionnait avec moi. Si par exemple comme je t'ai dit, tu me mets Grey's Anatomy, je peux pas me concentrer, hein, c'est pas Oui, possible. voilà, c'est Par clair. contre, voilà, avec les Simpsons, Faites entrer l'accusé, aucun problème. J'arrive, sans aucun souci et au contraire, j'en ressens vraiment le besoin, quoi. OK. Bon, mais du coup, tu n'as pas répondu à ma question. Ah mince, pardon, c'était quoi? Donc c'est qui le personnage de Ah dessin bah, du coup, animé? ouais, bah, c'est Bob l'éponge. Ah, c'est Bob l'éponge, d'accord, OK, Oui. OK. Ah, c'était comme c'était la proposition de ton mari, je ne savais pas si Bah, ça. honnêtement, je vais pas te mentir, j'ai rien d'autre en tête, donc on va partir là-dessus, hein. Merci Bilal. Bah, écoute, merci à toi, Rahma, de t'être prêtée au jeu de mes différentes questions. C'était Bah, vraiment merci de super m'avoir intéressant invitée. et je pense que ça va intéresser énormément, les mamans, qui nous suivent. Ben, Bah, avec merci. plaisir. Merci à toi et puis, bah, à bientôt. À bientôt. Bye bye. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et surtout qu'il a fait renaître l'espoir en toi. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles et un commentaire car ça fait toujours plaisir et surtout ça m'encourage à continuer à te délivrer un contenu de qualité. N'hésite pas aussi à me contacter sur mon adresse mail que tu trouveras en description de cet épisode si tu as des questions ou si tu as des suggestions d'épisodes ou de personnes que je pourrais interviewer. Voilà, sur ce, je te souhaite une belle matinée ou une belle journée ou une belle soirée. Je ne sais pas à quel moment tu écouteras cet épisode. Et je te dis à très vite.